Ce programme vous est présenté par Algérie Télécom. Bienvenue sur Al24 News pour une émission spéciale, mesdames et messieurs. Al24 News qui se hisse, comme vous le voyez, avec ce magnifique plateau à la hauteur de l'événement, à savoir l'IATF 2025, le rendez-vous continental organisé par l'Algérie, d'ailleurs au Centre international des conférences où nous nous trouvons en direct en cette douce soirée d'été, un peu de vent, mais ça devrait aller, avec des invités de marque, conditions propices pour évoquer donc le commerce interafricain. L'Algérie se veut un acteur clé pour drainer, stimuler le commerce et l'investissement interafricain et promouvoir la zone de libre-échange. Alger en l'occurrence, et pour quelques jours marquera le point de rencontre entre pays africains, banques, investisseurs, décideurs politiques et continentaux, représentants de l'Union africaine, mais aussi acheteurs, vendeurs, innovateurs, opérateurs publics et privés des différents acteurs. Sans oublier, bien entendu, la diaspora. L'IATF existe depuis 2018, événement organisé chaque 2 ans. Et lors des 3 dernières éditions, l'Algérie avait été élue par 2 fois meilleur pavillon. C'est pour dire que notre cher pays se veut être à la hauteur du défi. L'Algérie, avec l'Union africaine et l'Afrique 5 Bank, veut aller vers davantage d'harmonisation commerciale au sein de la ZLECAf, la fameuse zone de libre-échange. Et ces 54 pays, le projet ambitieux, historique et presque métapolitique. Il s'agit d'asseoir plus d'intégration africaine. Mais avant, les défis sont grands, barrières tarifaires différentes entre les pays africains, procédures commerciales complexes, souvent logistiques, non conformes, instabilité de certaines régions, il faut le dire. Bref, le défi est grand, mais l'ensemble des convives à Alger, et ils sont nombreux, ils croient, ils veulent conjuguer leurs efforts pour consacrer la réussite de l'Algérie, de l'Afrique et du futur. Comment investir en Afrique et comment, par la même occasion, faire avancer l'Afrique? Il est grand temps, on en parle et c'est tout de suite. C'est tout jeune l'IATF avec la plateforme. L'Algérie organise la 3e édition, l'IATF 2025, la plateforme économique africaine. C'est à Alger que cela se déroule jusqu'à jeudi prochain. Comment booster l'intégration commerciale africaine? Le sujet est vaste et de première importance. Donc pour en parler, je reçois tout d'abord avec moi sur le plateau des invités de marque. Tout d'abord, Mouloud Khalif, bonsoir. Merci de l'invitation. C'était un plaisir. Fondateur de SPJ Advisory, également président conseil scientifique et technique d'Algerian Adventure. Bienvenue encore. Merci de l'invitation. Juste à côté de vous, Nazim Sini, agrégé d'économie et enseignant à Aix-Marseille. Bienvenue Nazim. Merci pour votre invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Toujours un plaisir. Et à côté de vous, Olivier Zaniarata, président et cofondateur de Afrique.com. Bienvenue. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, tout de suite, messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va parler bien entendu d'économie, on va parler de commerce, on va parler également de diaspora. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous l'aurez compris, l'Algérie veut se hisser au rendez-vous presque historique. Mais d'abord, on va faire un premier tour de table. L'IATF 2025 et l'Algérie, c'est quoi pour vous, Nazim Sini, de prime abord ? Écoutez, c'est une édition particulière parce qu'elle se distingue par une volonté manifeste de l'ensemble des dirigeants africains qui sont venus sur Alger à renforcer l'intégration économique du continent. Ça intervient aussi dans un contexte géopolitique, comme vous le savez, qui est instable, qui est incertain. On assiste à une reconfiguration de la mondialisation avec la naissance de nouvelles sphères d'influence, de blocs régionaux. Il y a une compétition internationale qui est exacerbée par une recherche constante de compétitivité à travers notamment les domaines industriels, technologique, économique, et il était temps pour l'Afrique justement de reprendre son destin en main en ayant justement une vision commune, une convergence des points de vue justement sur les volets économiques, diplomatiques mais aussi géopolitiques. Et cette édition pour moi est déjà un succès parce qu'elle a permis justement de rassembler des centaines de participants, voire même des milliers. Vous avez vu les délégations qui se sont succédées à Alger et qui vont continuer à faire vivre cette manifestation économique qui est pour moi un point central justement
pour recentrer, j'allais dire, le centre de gravité de l'économie mondiale sur le continent africain. Donc Alger est définitivement la capitale du continent pour quelques jours. J'espère que l'ensemble des contrats, des accords commerciaux vont pouvoir donner naissance à des vrais projets de partenariat qui vont naître sur le terrain avec une création de valeur ajoutée, des créations d'emplois et surtout, j'allais dire, pacifier et stabiliser l'ensemble du continent. Boutrelif, vous êtes, on peut le dire, un des participants de manière un peu indirecte. C'était important pour vous d'être au rendez-vous pour ce IATF 2025. Absolument. Moi, je pense que c'est un événement historique. Pour juste rajouter, compléter ce que vient de dire Nazim Sini. Vous l'avez dit, c'est seulement la 4e édition. Et c'est seulement le 3e pays qui organise. 2 fois l'Égypte, 1 fois l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est un peu la Coupe d'Afrique du commerce et de l'investissement. C'est une grande fête. Et le processus, finalement, pour abriter cet événement, il est compétitif. Les pays, finalement, soumettent leur candidature et un conseil, le conseil de l'IATF, va décider quel pays va l'obtenir. L'Algérie l'a obtenu, donc a été sélectionnée en 2024. C'est un honneur, c'est historique pour l'Algérie de recevoir l'Afrique entière. Après l'Égypte et l'Afrique du Sud, pardon. Absolument. L'Égypte 2 fois. Donc, si vous voulez, c'est une opportunité pour l'Afrique parce que l'IATF a été créé comme un outil. Ça a été créé par l'Afreximbank, qui est une banque multilatérale, pour concrétiser la vision et l'ambition de l'Union africaine pour cette intégration économique dont on vient de parler. Et bien entendu, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. L'ASLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, ça date de 2018. N'oublions pas qu'il y a eu aussi le Covid entre-temps. Donc l'Algérie, par exemple, a commencé à commercer seulement l'année dernière, et beaucoup de pays également. 54 pays, c'est le plus grand marché unique au monde. Imaginez, juste je vais vous donner 2 chiffres. 1,4 milliard, c'est le nombre d'habitants, donc de consommateurs. Et 3500 milliards, c'est le PIB cumulé de ce marché, de cette zone, de ce marché unique. Donc c'est une puissance. D'ici 2030, l'objectif, c'est de doubler la part du marché du commerce intra-africain. Aujourd'hui, c'est seulement 15%. Vous avez dit qu'il y avait deux pays qui avaient organisé les ATF, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, vous avez sous-entendu que l'Algérie a des critères quand même, a des atouts pour ce type d'organisation. En fait, c'est comme je vous dis que la métaphore de la compétition sportive, il est intéressant. En fait, une commission se déplace dans les pays, étudie la candidature, et bien sûr, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder la stabilité du pays, la fiabilité du pays. L'Algérie est un pays qui est fiable, qui est stable, qui a les moyens d'organiser un événement continental, et également les infrastructures. Nous sommes ici dans un centre de conférence, on le disait tout à l'heure, qui est pas juste de niveau continental, au niveau mondial, il y a très peu de centres de conférence de ce niveau. Et je vous dis, ils ont été séduits par la candidature de l'Algérie. On l'a obtenue malgré la candidature de d'autres pays. Et pour l'Algérie, je dirais c'est un gain déjà, c'est une victoire, mais c'est aussi une opportunité. L'IATF, c'est une vitrine pour notre économie. Imaginez, toutes les grandes entreprises africaines vont être présentes, tous les décideurs vont être là, et c'est la possibilité pour nous, Algériens, de montrer la capacité, l'innovation, les talents de notre jeunesse, nos entreprises, nos produits, nos services à toute l'Afrique. Une exposition Parce que la réalité, positive. le problème de la ZLECAf, enfin, le problème qu'essaie de régler la ZLECAf, encore une fois, c'est cette faiblesse du commerce intra-africain, parce que les Africains font plus de commerce avec l'Union européenne, avec le Japon, avec la Chine et les États-Unis, qu'avec leurs voisins. Et souvent, bon, il y a des raisons historiques, mais bien souvent, si c'est par méconnaissance. Donc imaginez, au-delà des chiffres qui sont annoncés, des deals qui vont être faits, des investissements, il y a aussi la composante humaine. Les Africains vont se rencontrer, discuter entre eux, et à mon avis, il y aura un avant IATF Alger et un après IATF Alger. Alors Olivier, fondateur d'Afrique.com, vous avez observé cette Afrique qui change et pourtant elle est encore prisonnière peut-être des préjugés, peut-être les aspects un peu négatifs. Pourtant l'Afrique bouge, il y a des investisseurs, il y a une élite africaine, il y a des choses qui se font en Afrique. C'est presque un truisme de le dire même. Oui, c'était tout à fait évident. L'Afrique est en train de connaître des bouleversements fondamentaux et un décollage qui est multipolaire, ce qui est très important. L'Algérie est évidemment un des pôles de ce décollage du continent. C'est très important de savoir que l'économie algérienne est actuellement en train de gagner des points, même au niveau continental.
en train de devenir probablement, d'ici quelques années, la première économie continentale. Donc c'est très important. Ça donne des responsabilités. Elle est sur le podium déjà avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Elle est parmi les 3 premières. Voilà, bon. Mais la question est aujourd'hui des responsabilités que ça donne. En fait, quand on est un grand pays économiquement fort, dans une zone où d'autres pays sont moins forts, on doit être aussi un chef d'équipe. On doit être aussi un leader, quelqu'un qui impulse aux pays voisins le dynamisme et leur permet de l'acquérir et de se développer au même rythme. Donc c'est très important. C'est très important d'une autre manière, c'est qu'il est important que tous se développent en même temps parce que chacun offre aux autres un marché potentiel plus important. Et cette dynamique de croissance collective, c'est celle, par exemple, évidemment, qu'a connue l'Europe, où 60% des échanges, 60% de la richesse créée en Europe, du commerce européen, c'est avec l'Europe elle-même. Donc évidemment, l'Europe nourrit sa propre croissance. L'Afrique, en revanche, vous l'avez signalé, c'est 15%, en tout cas bien moins de 20%. Et donc l'Afrique nourrit la croissance des autres. En réalité, le commerce africain, étant extra-africain, conduit à enrichir d'autres qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Au détriment des Africains. Au détriment des Africains. Donc il est très important, et c'est pour ça que cet événement, qui précisément s'intitule comme ça, c'est-à-dire que c'est la foire du commerce intra-africain, il est là pour booster, pour ainsi dire, excusez-moi de l'expression, mais pour booster ce marché panafricain et permettre à tous les pays de profiter d'un élan commun. Et c'est très important que ça ait lieu en Algérie aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter une chose. Je vous en prie. On est en plus à un moment où le monde économique mondial connaît un choc sans précédent. Parce que la première économie du monde, les États-Unis d'Amérique, qui étaient jusque-là les apôtres du libre-échangisme et ceux qui, au sein de l'OMC, défendaient avec le plus de vigueur la disparition des tarifs, c'est-à-dire des droits douaniers, etc., et des frontières. Tout d'un coup, a changé, mais dans un virage à 180 degrés. On va en parler. A changé de credo et est devenu apôtre d'un protectionnisme à tout crin qui est même un peu dément dans la manière dont il s'exprime. Excusez-moi de l'expression. Alors, on va en parler, non pas tout de suite, rapidement. Non, je veux juste dire que le fait que ce soit aujourd'hui à Alger que se tienne ce marché-là est pour moi une sorte de revanche de l'histoire ou une sorte de pied de nez, voilà exactement, aux errements américains. Aux errements américains, tout est dit. Alors, l'aspect économique, bien sûr, on va en parler. L'Algérie également. Alors, on dit, l'Algérie a des atouts, l'Algérie a des choses à faire valoir. Eh bien, il y a une chose que l'Algérie peut faire valoir, c'est les routes, les réseaux routiers, les réseaux énergétiques, les infrastructures, les ports, même le numérique. L'Algérie a beaucoup investi dans le digital. La dorsale transsaharienne. On est au rendez-vous, c'est-à-dire on s'est préparé pour ça, c'est pas juste des discours. Absolument. Et d'ailleurs, si vous retenez les points importants du discours de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmejid Tebboune, hier, lors de l'ouverture officielle, il a mentionné 3 projets structurants. Le premier, c'est la transsaharienne. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président du Tchad a tout de suite embarqué, et donc on peut imaginer que des accords et des annonces vont être faites. Le deuxième, c'est le ferroviaire. Le troisième, c'est le numérique. C'est la dorsale transsaharienne pour la fibre. Donc regardez, l'Algérie s'est engagée, pas seulement pour le développement de l'Algérie, mais pour le développement du continent. Et le président de la République a juste confirmé son engagement, ses engagements. Ces dernières années, beaucoup d'annonces ont été faites pour le développement du continent. Et parfois, on ne les médiatise pas beaucoup. Combien de pays effacent la dette de 14 pays africains? L'Algérie l'a fait. On n'en a pas trop parlé finalement. Donc imaginez... Ce qui est confirmé et réaffirmé, c'est que l'Algérie reprend sa place naturelle dans le concert des nations africaines et se présente comme un leader, vous l'avez dit, pour construire un marché commun, il faut des leaders.
L'exemple de l'Union européenne est intéressant parce qu'il a fallu 50, 60 ans pour créer un marché commun, mais ça a commencé avec 2 pays, après la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne. 2 leaders qui ont entraîné les autres. On a la chance d'avoir en Afrique plus que 2. Si on parle juste sur le plan des économies majeures et des leaders, on peut en nommer 5, 6, 7. Donc logiquement, ça devrait être beaucoup plus rapide que ce qui s'est fait avec l'Union européenne. Donc l'Algérie est certainement un leader, et monsieur l'a dit, ça donne des responsabilités, mais l'Algérie a pris ses responsabilités et va continuer à les prendre. Nazim Sini, est-ce que c'est pas aussi cette volonté de répondre à la séquence des BRICS, l'Algérie voulait prouver qu'elle pouvait être à la hauteur, elle pouvait répondre par le travail, par la valeur travail et surtout par, je sais pas, des réponses qui sont adaptées aux défis de notre époque. On a parlé du numérique, on a parlé du réseau d'une certaine manière. C'est peut-être aussi une manière de répondre. Oui, bien sûr, c'est une grille de lecture, parfaitement, vous avez raison, mais moi ce que je retiens, et mes 2 collègues ont raison de le souligner, c'est que l'Algérie est une véritable locomotive en Afrique. On oublie de le souligner. Non pas dans sa zone naturelle qui est la Méditerranée, l'Afrique du Nord, mais surtout par effet de ruissellement et par un nivellement par le haut. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'avant d'avoir une intégration économique qui soit institutionnelle, réglementaire, douanière, tarifaire, etc., il y a une intégration infrastructurelle qui implique les infrastructures logistiques, de supply chain, mais aussi de numérique. Parce que, vous savez, quand vous avez une transaérienne qui va connecter 5 pays, ce n'est pas rien. Parce que vous savez, pour construire une zone de libre-échange et une zone d'intégration économique, il faut permettre la circulation de 3 éléments. Les capitaux, les marchandises et les individus. Et donc les infrastructures permettent ou vont devoir permettre cette circulation de ces 3 éléments qui sont des éléments majeurs pour avoir une intégration économique qui soit au service justement du citoyen et des acteurs économiques. Oui, l'Algérie répond parfaitement à ces questions, comme vous dites, des enjeux internationaux, mais aussi à l'appel des populations qui se sont senties en marge de cette mondialisation qui a plus créé des écarts de richesse. La fameuse mondialisation heureuse chantée par certains, mais on l'a vu que c'était juste un trait sélectif pratiquement. Tout à fait, vous avez parfaitement raison de le rappeler, parce que cette mondialisation qui a été conçue, qui a été construite post-Seconde Guerre mondiale, elle a plus servi les Occidentaux, les détenteurs de capitaux au final, au détriment de ceux qui avaient le capital travail et ceux qui avaient justement les matières premières. Or, sur le papier, le continent africain avec sa jeunesse, vous imaginez, on va avoir 20 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2030. Vous allez avoir parmi les zones du monde un des continents qui sera un des plus connectés d'ici 10 ans ou 15 ans. Également, on parle peu souvent des fintech. Vous savez qu'en termes d'usage de mobile payment, l'Afrique est en avance par rapport à des régions d'Amérique latine ou d'Asie. Donc là aussi, vous voyez, on a des atouts à faire valoir. Maintenant, l'objectif, c'est de, justement, comme je l'ai dit dans mon propos précédemment, avoir des points de convergence, harmonisés, unifiés et parler d'une même voix. Parce que, encore une fois, ce continent a été divisé par les Occidentaux, ça c'est important de le rappeler, historiquement, parce qu'on n'a jamais voulu voir éclore l'Afrique et on n'a jamais voulu avoir un concurrent direct aux sociétés occidentales, que ce soit aux Européens ou aux Américains. Là, aujourd'hui, je l'ai dit, le continent africain veut reprendre son destin en main. Nous avons une communauté de destin. Et ça a été rappelé aujourd'hui à Alger. Et je pense, comme l'a dit mon camarade Mouloud, il y aura un avant et un après. Et cette édition d'Alger, vous allez voir, va avoir des répercussions fondamentales pour la suite de l'économie du continent. Pourtant, quand on voit dans les rapports économiques, l'avenir appartient à l'Afrique. Par exemple, quand on voit le rapport mondial dans ces différents rapports, il y a un fort taux de croissance qui se dessinerait dans quelques années. On parle d'un marché unique, vous l'avez dit, entre 1,5 et 2 milliards de personnes avec un PIB d'environ 3 500, 4 000 milliards de dollars. L'avenir se joue en Afrique. Les Occidentaux, ils y sont déjà avec la Chine, l'Europe. L'Algérie ne pouvait pas ne pas répondre présent. Il était temps. Oui, c'est tout à fait clair. Ce que vous dites est très important parce que on est à un moment aussi de changement fondamental dans la relation économique entre les pays, on va dire, occidentaux, particulièrement les pays européens, mais aussi les États-Unis et les pays africains. Ce changement économique, moi je dirais, pour simplifier le schéma, que la deuxième moitié du XXe siècle a été celle des indépendances politiques. Mais il faut que la première moitié du XXIe siècle, et même les premières décennies du XXIe siècle,
soit celle des indépendances économiques. Et il est clair que les indépendances économiques sont une condition d'une pleine autonomie des différents pays et des différentes zones géographiques. L'importance aujourd'hui pour les pays africains, c'est de construire leur autonomie à travers l'intégration des économies africaines. De toute façon, pas de souveraineté sans souveraineté économique. Il n'y a pas de souveraineté réelle sans souveraineté économique. Et je dirais encore que nous sommes en train de vivre un nouvel épisode du développement mondial. Le développement mondial s'est construit jusqu'à l'année dernière sur l'idée d'une croissance dans l'interdépendance. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait avoir une croissance économique dans un pays qui continuerait à être fortement dépendant dans certains domaines d'autres pays extérieurs à lui. Cette croissance dans l'interdépendance, on est en train d'en constater les limites avec une grande force. La crise du Covid a mis en évidence le fait que par exemple, tous les médicaments soient fabriqués en Asie, en Chine ou en Asie du Sud-Est, était un problème dès lors qu'on ne peut plus les acheminer pour X ou Y raison, quelle que soit la crise qui préside. Avec l'épisode du Doliprane en France, ailleurs. Ils étaient tout de suite non, la France, de ce point de vue, a eu toute une série d'épisodes un peu grotesques, entre les masques dont elle n'avait plus assez, etc. Mais je voudrais échapper aux exemples nationaux qui, vous avez raison, étaient caricaturaux ou déjà exacerbés. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, toute une série de productions doivent être rapatriées dans les différentes zones géographiques. Il est très important que l'Afrique devienne leader dans un certain nombre de productions où jusqu'ici, elle est en situation de dépendance. Tout de suite après, Olivier, c'est passionnant ce que vous disiez. Après la coupure pub, on revient tout de suite après, le débat est passionnant. Retour sur le plateau du CIC pour parler de l'Algérie. L'Algérie qui a été choisie pour abriter l'IATF 2025. Notre pays, le président de la République Abdelmadjid Tebboune l'a dit encore hier. Il s'agit de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur tout en renforçant les échanges commerciaux avec les pays africains. Pourrait-on résumer les objectifs de l'IATF 2025 avec cet énoncé, puisqu'on parlait de souveraineté? Vous voulez continuer, Olivier, allez-y. Oui, sur le plan de la souveraineté économique, qui est aujourd'hui l'enjeu majeur de construction pour parfaire la construction des indépendances et de l'autonomie des pays africains, sur le plan de la souveraineté économique, un économiste français a récemment publié un livre qui s'intitule « Bienvenue dans l'économie de guerre ». Et en fait, nous sommes en train de changer. L'économie de guerre, ce n'est pas l'économie des armes, c'est simplement que maintenant la guerre économique met comme premier critère de puissance et de souveraineté des États le fait qu'ils parviennent à avoir une croissance économique indépendante, c'est-à-dire non placée dans la dépendance par rapport à d'autres économies ou à d'autres pays, que ce soit pour la fourniture de matières premières ou pour la fourniture d'un certain nombre de matériaux manufacturés ou de médicaments, on l'évoquait tout à l'heure, etc. Donc l'importance aujourd'hui pour chaque pays est de construire son indépendance par la suppression successive et générale de tous les sujets, domaines dans lesquels son économie est dépendante d'un autre pays qui peut lui faire subir un manque. Or, la force de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, certes, elle a été longtemps dans la dépendance, mais elle est dans une position où, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan, évidemment, d'un certain nombre de ressources, elle est en position d'être celle qui place autrui dans sa dépendance. Et du coup, dans cette vision d'une économie, d'un développement économique
de l'économie de paix, entre guillemets, c'est-à-dire d'une sorte de libre-échangisme, comme le prônaient les États-Unis jusqu'à cette année, à l'économie de guerre, c'est-à-dire un moment où on doit faire valoir et assurer sa croissance par la suppression de ses dépendances, l'Afrique est plutôt bien placée en réalité, à condition qu'elle y travaille de manière intégrée, à condition qu'elle y travaille en faisant de tous ses atouts un cocktail d'atouts partagés. Voilà. Donc c'est cela précisément l'enjeu, à mes yeux, de l'IATF, et c'est la direction qui a été donnée avec force par le président Tebboune dès le début, dans son discours d'ouverture. Nazim Sini, toutes les grandes puissances, telles la Chine, les États-Unis de notre époque, le Brésil, la Turquie, on ne va pas toutes les énumérer, ont été obligées, contraintes de développer leur marché intérieur. L'Afrique, forcément, doit passer par là. Mais je vous pose une question, pourquoi, au fond, les raisons sont multiples, mais pourquoi attendre jusqu'à 2025 ? Parce que même les leaders africains, les pères de l'Afrique, avaient toujours parlé de la souveraineté africaine et d'économie africaine, interafricaine. Pourquoi on a attendu jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Selon vous, quelles sont les premières raisons, les premières causes ? Écoutez, d'abord, vous l'avez dit, c'est des raisons multifactorielles. Il faut savoir qu'on a pu avoir en Afrique certains régimes ou certains mouvements politiques qui n'allaient pas dans le sens d'une convergence des points de vue et d'une intégration plus poussée. Surtout, moi j'ai remarqué que certains pays africains se faisaient concurrence entre eux pour attirer des investissements directs étrangers. C'est-à-dire qu'il y avait quelque part une identité africaine ou une vision africaine qui était galvaudée, qui n'était pas mise dans un esprit justement de retrouver sa souveraineté. Et là, on assiste avec les chocs exogènes qu'a vécu l'économie mondiale. Je tiens à rappeler que la première grosse pandémie du XXIe siècle, elle n'a à peine que 4 ou 5 ans, vous voyez, et qui a fait des millions de morts, et qui a rabattu l'ensemble des cartes, justement, géoéconomiques et géopolitiques. Il y a aussi le conflit russo-ukrainien qui a également amené un nouveau paradigme, une nouvelle idéologie, une nouvelle approche de l'économie mondiale. Et l'ensemble de ces éléments ont fini définitivement par faire comprendre aux dirigeants africains qu'ils doivent coopérer ensemble, travailler ensemble, qu'ils doivent également parler d'une voix unifiée. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde qui est impitoyable, qui impose une pression commerciale économique, qui va mettre de côté l'ensemble des pays qui ne vont pas prendre ce train en marche de la modernité, ce train en marche de l'industrialisation et ce train en marche également, j'allais dire, des nouvelles technologies, mais aussi du numérique. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. C'est sûr. Donc c'est pour ça que 2025, pour moi, marque un tournant, mais pas que 2025, ça fait déjà plusieurs années, et je pense que nous avons un alignement des planètes, avec une vision politique, une vision diplomatique, une vision économique, et puis surtout des rapports de force qui sont en train de s'inverser, puisque dorénavant l'Afrique se dote de sa propre agence de notation, l'Afrique est en train de recapitaliser certaines banques institutionnelles, notamment je pense à la BAD, la Banque africaine de développement, l'Union africaine qui est également en train de jouer un rôle majeur dans les décisions internationales, en s'accaparant de certains dossiers d'ordre économique au niveau mondial. Et puis donc l'Afrique est en train de jouer un rôle majeur. Elle n'est plus spectatrice de son développement, elle est en train de définitivement devenir actrice. C'est pour ça que je vous dis, il y a un alignement des planètes que l'on n'a pas observé depuis des années, et surtout on partage des enjeux communs. Vous savez, vous les connaissez, c'est les enjeux climatiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle. Et l'ensemble de ces défis, forcément, nous rapprochent et au contraire renforcent notre vision commune. Mouloud Khelif, ce que nous dit au fond Nazim Sini, c'est que l'Afrique est en train de changer. On a aussi cette idée ancrée, ce préjugé que l'Afrique finalement est un gros marché de ressources, mais finalement la valeur ajoutée se fait à l'extérieur. Et ça, peut-être, c'est un des premiers drames, en tout cas le drame le plus urgent à solutionner. Et l'Algérie semble en prendre conscience. C'est le défi de la diversification et le défi de créer ce qu'on appelle des chaînes de valeur régionales. Parce que traditionnellement, effectivement, l'Afrique a été un marché où on déversait ses produits et une source de matières premières. Et puis surtout, on ne voulait pas d'intégration ou on ne voulait pas avoir affaire à des blocs plus puissants. Vous parliez tout à l'heure des changements de politique de l'administration Trump. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'administration Trump n'aime pas beaucoup les blocs régionaux. Regardez ce qui s'est passé avec l'Union européenne.
Donc, dans sa logique, l'administration Trump, elle préfère bien sûr des relations bilatérales. On va pouvoir imposer finalement sa puissance et sa vision des échanges. Alors, sa vision de l'égalité, entre guillemets, des échanges. C'est tout pour moi et rien pour vous. Donc l'Afrique, finalement, cette zone de libre-échange continentale africaine, c'est un outil de souveraineté, bien sûr, nationale, mais ça va se traduire par une souveraineté continentale. Quand vous avez un marché unique, comme on l'a dit, de 1,4, peut-être bientôt 2 milliards, 2 milliards et demi à terme de consommateurs, mais là, vous pesez sur la balance. Quand vous avez face à vous les États-Unis ou l'Union européenne ou la Chine, vous négociez de manière différente que si c'est, par exemple, le Burundi, pour donner un exemple, qui doit négocier avec les États-Unis. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a très peu de temps, cette image de plusieurs chefs d'État africains à la Maison-Blanche. Rappelez-vous de cette image. Donc ça, on ne veut pas le voir. Je pense que les chefs d'État africains ont pris conscience aussi à ce moment-là, que seuls, ils peuvent peut-être aller vite, mais c'est seulement en étant ensemble qu'on peut aller loin et qu'on peut défendre les intérêts nationaux et continentaux. Donc je pense que, pour juste compléter ce que vient de dire Nazim Sini, on est dans un alignement des planètes. Tout fait que, à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan de l'environnement économique, des décisions qui se prennent ailleurs, les chefs d'État ont compris que continuer comme c'était fait avant, c'est plus possible. Il y a aussi une chose dont on n'a peut-être pas parlé, qui me paraît très importante, c'est la pression démographique. Imaginez que d'ici 2050, un tiers de la population mondiale sera africaine. Donc cette jeunesse qui est en train d'arriver, il faut leur donner quoi? Il faut leur donner des opportunités. Il faut que cette jeunesse se transforme en une force, un vivier de talent pour que l'Afrique devienne plus seulement une ressource, un ensemble de ressources, mais également de l'innovation, également de la créativité, et que ces talents deviennent une force pour l'Afrique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 10 dernières années. Justement, la créativité, la culture mainstream, on parle beaucoup de marchandises, on parle beaucoup d'investissement, on parle beaucoup de numérique. Est-ce que, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que la culture, le cinéma, comme on sait qu'il y a le cinéma du Nigeria, du Mali, qui s'exporte très bien à l'international, est-ce que ça peut être, je ne sais pas, un vivier, un levier pour enrichir l'Afrique d'une certaine manière? Mais moi, je voudrais juste attirer l'attention des économistes et des hommes d'affaires sur le fait que la culture montre le chemin depuis déjà au moins une trentaine d'années en réalité. Parce que les artistes, la les culture est en avance, musiciens, comme le cinéma. Absolument. Mais je commencerai par les musiciens. Les musiciens africains sont des guerriers du panafricanisme. C'est-à-dire en réalité défendent avec force l'idée que les cultures africaines se parlent et arrivent ensemble à créer de la richesse. Parce que si on veut bien regarder les industries culturelles et créatives, non pas comme des sortes de farces, de divertissement sans funambules réel et sens. de divertissement sans impact économique. La réalité aujourd'hui, c'est que les industries culturelles et créatives sont dans certains pays, même en Afrique, parmi les secteurs économiques les plus porteurs. Regardez ce qui se passe, vous l'avez dit au Nigeria, je crois que vous avez dit au Nigeria à propos du cinéma et de l'audiovisuel de manière générale. Mali. Mais la musique a commencé au Nigeria et elle est encore à être un secteur fondamental sur lequel le pays a diversifié son économie pour porter à la fois un rayonnement et une visibilité, une force. L'avantage de la culture, c'est qu'en plus, c'est du soft power, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en même temps, ça permet de faire du nation branding, excusez-moi de tous ces anglicismes, mais ça permet de donner une image positive du pays et de lui autoriser un rayonnement. Mais la culture, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui des industries comme l'industrie cinématographique. Et moi, et je suis particulièrement content de voir ça, venant plutôt de cet univers du cinéma et de la culture. Je suis particulièrement content de voir que, par exemple, sur le cinéma, l'Algérie a engagé une volontaire et forte relance
de son cinéma sous l'égide du président Abdelmadjid Tebboune, puisqu'il y a eu ces assises du cinéma sous sa présidence, mais c'est la première fois qu'un président de la République vient ici en Algérie s'adresser aux cinéastes, s'adresser aux réalisateurs, s'adresser aux scénaristes, aux acteurs, etc., et aux producteurs, pour leur dire « allez-y, on est là, il faut que le cinéma algérien rebondisse ». Et depuis, le ministre de la Culture a lui-même repris la balle au bond et il a lui-même engagé une réflexion à travers un rapport qui a été rendu récemment et qui permet de dégager toute une piste de nouveaux financements et surtout de nouvelles organisations structurelles qui vont permettre au cinéma algérien de connaître, retrouver ses heures de gloire. En réalité, le cinéma algérien, c'est une grande cinématographie. C'est vrai qu'il y a eu un passage un peu à creux au cours des 2 dernières décennies. On peut dire que c'est en train de revenir là, c'est des cycles, c'est en train de revenir petit à petit. Il y a un grand nombre de jeunes cinéastes, il y a des artistes de qualité qui sont en train de se dévoiler et de se révéler. Et avec en plus le soutien de l'État, je suis sûr que le cinéma algérien peut devenir un des éléments de la croissance économique algérienne. Et cette vision est importante parce qu'il faut se placer comme nous y invite ce marché, ce salon, cette foire intra-africaine, dans une vision où le cinéma s'adresse aussi à d'autres marchés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser l'intégration, parce qu'aujourd'hui... C'est un appel d'air aux investissements de toutes les nationalités. Soyons clairs, aujourd'hui, les industries culturelles et créatives sont numériques. Ça signifie que leur marché est mondial. Les premiers à l'avoir compris, c'est évidemment les Américains. Mais nous devons, ici, en Afrique, et en particulier en Algérie, concevoir que ce marché numérique, c'est une opportunité pour les œuvres algériennes, africaines, etc. C'est ce que comprennent les musiciens, c'est ce que doivent comprendre les cinéastes. Et je sais qu'à Venise, il y avait un film d'un jeune réalisateur algérien qui était présent. L'important, c'est d'être là dans toutes les compétitions internationales, d'être présent sur les marchés internationaux. Et l'Afrique, l'Algérie en particulier, peut rayonner à partir de l'Afrique, mais aussi sur les autres continents. Parce qu'une chose qu'on n'a pas dite, et je m'excuse d'ajouter ce point, un marché intra-africain, c'est se donner des muscles pour aller à l'extérieur aussi. Et il est important d'être fort pour dialoguer avec les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il faut être ensemble et pas isolé, comme vous le disiez très justement, mais aussi pour imposer des deals, des accords économiques avec d'autres zones du monde, parce qu'on continue quand même de se développer tous ensemble. Le monde ne va pas s'arrêter continent par continent. Et donc c'est très important que cette intégration soit aussi conçue, non pas de manière hostile, mais en tout cas de manière... complémentarité. En fait. Voilà. En ayant un marché unique, on devient plus attractif exactement. pour les idéeux notamment. Tout à fait. Poursuivez votre livre sur cette économie de la culture. C'est vrai, le Made in Africa, depuis les années 60, 70, même avant, c'est toujours bien exporté jusqu'au fin fond des rues new-yorkaises, jusqu'au fin fond de l'Europe. On le voit tous les jours. Donc l'Afrique séduit. Absolument. Et je pense que, encore une fois, je vais revenir à la question de la jeunesse. La jeunesse africaine est très connectée, elle est très créative. Alors, on est quand même encore dans une situation où la fracture numérique persiste, hein, il faut le reconnaître. Donc l'Algérie, des pays comme l'Algérie peuvent jouer un rôle justement pour soutenir la réduction de cette fracture numérique, parce que c'est là où ça va se jouer réellement. Hein. Quand on parle d'intégration économique, tous les efforts peuvent être faits, mais aujourd'hui, le numérique, le digital a besoin d'infrastructures. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous allez innover comment, concrètement? Et j'allais même plus loin. Avant même la connexion Internet, il y a des pays où, en dehors des grandes villes, des capitales, il n'y a pas d'électricité. Donc l'Algérie peut aider également de ce côté-là. Nous avons une expertise, pas juste en production d'énergie, mais également en électricité. Et l'Algérie peut aider beaucoup de pays également de ce côté-là. Donc une fois qu'on aura réglé ensemble cette fracture numérique, rien ne pourra arrêter la jeunesse africaine et la jeunesse algérienne. Elle va rayonner, pas juste sur le continent africain, mais à travers le monde. Et on a déjà des exemples aujourd'hui.
Donc c'est juste une question de mettre les bonnes infrastructures, les bonnes politiques publiques. Et on a besoin aussi d'harmonisation entre les politiques publiques. Si on parle par exemple d'innovation, on parlait tout à l'heure de start-up et d'innovation, on a des pays qui commencent, qui sont plus avancés dans des start-up acts, d'autres qui n'ont pas encore commencé. On peut partager cette expérience. Ça s'est fait par exemple entre la Tunisie et l'Algérie. Il y a eu un accord entre les deux pays. Donc les labels en Tunisie sont reconnus en Algérie et vice-versa. Il faut étendre ça sur le plan régional et sur le plan continental. Harmonisation des politiques publiques, harmonisation au niveau bien sûr des barrières non tarifaires, tout ce qui est normes, standards, réglementations. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour que finalement cette dynamique puisse se concrétiser et que tous ces espoirs se concrétise réellement en développement. On le doit à qui? On le doit à cette jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, ils veulent le faire. On n'a pas le choix, on doit le réussir. Et je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience. Les chefs d'État africains le savent et ils veulent que ça réussisse. Et je vous l'ai dit, je le répète, il y aura un avant IATF Alger et un après IATF Alger. Voilà, conclusion de la première partie. Signé Mouloud Khli, fondateur SPJ Advisory et président conseil scientifique et technique Algerian Adventure. Merci Mouloud d'avoir été avec nous pour tous ces éléments. Je tiens à remercier également Olivier Ratazenia d'avoir nourri le débat. Toujours un plaisir. On revient pour une troisième partie et juste après la pause publicitaire. À tout de suite. Bienvenue pour la dernière partie. On a parlé de l'IATF 2025. On s'est un peu penché sur les relations commerciales, le leader que doit incarner l'Algérie pour tout bonnement asseoir ou en tout cas approfondir les relations interafricaines pour justement épouser les défis du futur. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des ambassadeurs, on a parlé de culture, il y a des ambassadeurs qui sont une forme de, comment on va dire ça, de levier, tout simplement, de canaux pour asseoir le fameux Made in Algeria et tout bonnement le Made in Africa. Et nous avons avec nous deux représentants, deux ambassadeurs un peu de cette culture mainstream. Je ne sais pas un peu comment la résumer, mais en tout cas, c'est du soft power en devenir, c'est certain. Alors avec moi, Yassine Gendazim, bonsoir. Bonsoir Yassine, bienvenue. Merci, et merci avec pour nous l'invitation. également Mohamed Benziane. Bienvenue, c'est un plaisir. Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais je pose la question à Nazim Sini. C'est vrai qu'on entend beaucoup le soft power, que l'Algérie doit se hisser avec cette forme d'économie qui ne dit pas son nom. On a deux représentants, un parmi tant d'autres, mais en tout cas, c'est important d'incarner cette stratégie pour s'exporter. C'est inéluctable. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison de rappeler que les premiers ambassadeurs du continent africain, c'est sa diaspora à l'international. Parce que cette diaspora a réussi à l'étranger, cette diaspora occupe des postes clés à l'étranger, et cette diaspora aussi contribue de manière directe et indirecte au développement du continent africain. Et surtout la diaspora algérienne. Aujourd'hui, on a des chiffres approximatifs, mais qui estiment entre 7 et 8 millions d'Algériens vivant à l'extérieur de nos frontières. Je tenais juste à vous rappeler, si on prend une prise de hauteur un peu plus globale, les montants des transferts de la diaspora africaine sur le continent vont avoisiner, selon les estimations, près de 120 milliards de dollars à l'horizon de 2030. Et on parle même d'un chiffre faramineux de 500 milliards de dollars à l'horizon de 2035. Vous imaginez 500 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Égypte réunis. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des enjeux conséquents et fondamentaux sur justement le poids de cette diaspora. Maintenant, pour moi, les vrais enjeux, si vous me permettez Karim, c'est de dire il faut que l'on puisse la fédérer, il faut qu'elle puisse s'organiser pour participer davantage et créer d'autres passerelles et des ponts entre le pays d'origine et cette diaspora qui vit à l'extérieur du continent africain, l'inciter à revenir également pour qu'elle participe à un projet de société, un projet économique. Et pour moi, surtout, elle ne peut pas évoluer en dehors de ce que va proposer
comme projet de développement le continent africain. C'est pour ça que l'IATF a créé une journée dédiée, le Diaspora Day aujourd'hui, durant lequel il y a eu des débats passionnants. Il y a eu même des annonces avec la volonté de créer un fonds d'investissement qui serait porté par cette diaspora pour attirer des capitaux et financer des projets structurants sur le continent. Alors justement, on est en train de parler d'une certaine manière de vous. Vous avez fait l'expérience, vous avez vécu en France, vous avez travaillé en France, vous avez décidé de revenir. Racontez-nous un peu votre expérience par rapport à ça. Pourquoi revenir en Algérie tout bonnement? Alors pour ma part, actuellement, je vis donc en Suisse et en France. Et je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande des Algériens d'informations. Mais on n'arrivait pas à les trouver. Et je me suis dit, bah écoute, on va leur montrer. J'ai commencé par montrer le salon de l'Algérie à Lyon. De là, je suis monté à Stockholm à montrer un peu l'équipe nationale, fédérer les supporters. De là, on m'a invité en Algérie avec des entrepreneurs où j'ai pu montrer comment ça fonctionnait en Algérie, leur donner envie parce qu'il y avait un manque d'informations. Et de là, en fait, j'ai créé un réseau. Et aujourd'hui, je lance des lives TikTok pour fédérer, pour leur dire que tout est possible. Venez en Algérie. Aujourd'hui, je suis venu en Algérie pour montrer aux Algériens de l'étranger que tout est possible. Venez, prenez l'avion, venez en Algérie, venez voir de vos propres yeux. Voilà. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lancé cet appel qu'aux Algériens en France doivent rentrer, mais en tout cas sont une ressource et on a aussi besoin de vous pour conjuguer l'Algérie avec le développement dans le futur. Alors moi, pour ma part, je suis installé ici depuis septembre 2024. Donc je suis venu avec ma femme, mes enfants. On a décidé de tout quitter. Ça s'est fait assez rapidement. On était déjà sur cette envie de revenir aux sources. Mais comme énormément de Français de l'étranger, on doutait des fausses croyances, des croyances limitantes, du stress, de l'angoisse, parce que du coup, c'est un changement de vie. Et finalement, on a sauté le pas. On est venu l'année dernière. Aujourd'hui, on est très très satisfait de ce pas qu'on a fait. Moi, j'ai monté mon entreprise, donc on fait des excursions en quad, on fait découvrir notre région aux Français également de l'étranger notamment, parce que la plupart de mes clients sont des Français qui résident à l'étranger. Et j'en profite, voilà, on parlait de soft power. Voilà, moi j'ai mon business, j'ai mon entreprise, je peux en vivre en Algérie, alhamdoulilah. Et à côté de ça, j'en profite pour aussi vendre l'Algérie à mes clients en disant voilà, venez, c'est faisable, je l'ai fait. Ma femme ne parlait pas la langue, mon fils pareil, la première fois qu'il a mis les pieds en Algérie, c'est pour venir s'y installer. Aujourd'hui, il est très très heureux, donc très épanoui. Donc, rappelez-nous, vous avez une entreprise, ça. On appelle ça facilitateur, non, ça c'est Mohamed, ouais. internaute, vous êtes dans le domaine... Non, moi, je suis dans le tourisme en fait. Moi je propose des excursions en quad dans la wilaya de Tlemcen et je fais visiter ma région aux clients qui me contactent. Seulement la région de Tlemcen. Seulement la région de Tlemcen, pour l'instant. Pour l'instant, vous comptez vous élargir. Inch'Allah, on n'est pas fermé. Mais quand vous avez fait le pas finalement, vous êtes rentré en Algérie, bien sûr on a des appréhensions, c'est tout à fait normal, on change de vie, on change de paradigme pratiquement. Quels ont été les facteurs encourageants, quelles ont été les choses qui vous ont poussé à rentrer? Les réussites, les témoignages qu'on a pu avoir en interne dans mon réseau, que j'ai pu par la suite diffuser sur les réseaux sociaux, en venant en Algérie, filmant, montrant les réussites. Nos familles qui nous ont dit que tout était possible, qu'aujourd'hui on pouvait développer à la hauteur de nos moyens. Aujourd'hui, on peut tout est faisable en Algérie. On peut tout créer. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est la peur de la diaspora. Parce que vous utilisez le mot diaspora, j'appelle ça les Algériens de l'étranger. Les Algériens de l'étranger ont peur. Ils ont peur parce qu'il y a un changement pour eux. Ce n'est pas le même mindset. Les gens n'ont pas la même façon de voir les choses. Et aujourd'hui, j'essaie de leur montrer que c'est à eux de s'adapter aux locaux et de fonctionner avec les locaux. Et je viens en Algérie pour faire des témoignages, demander aux chefs d'entreprise de m'ouvrir les portes pour montrer ça au public en Algérie, les Algériens de l'étranger. Et pour l'instant, ça marche, il y a beaucoup de monde qui vient. Quand on fait un bilan, vous êtes là depuis, vous m'avez dit septembre, 1 an, quand on fait un bilan comme ça rapidement. Le bilan en fait, humain, déjà, en fait, il y a plusieurs bilans. Il y a le bilan économique. J'ai pu monter mon business. Il m'a permis du coup de me développer. J'ai pu créer de l'emploi. J'ai un écosystème qui tourne autour de mon entreprise et ça a permis de faire vivre pas mal de personnes autour de moi. Donc ça, c'est une réussite et j'en suis très fier. Derrière, ma femme se sent bien. Mes enfants, pareil. En fait, je me suis rendu compte en venant qu'on a beaucoup de fausses croyances
et beaucoup d'idées reçues sur l'Algérie avant de venir s'y installer. Et quand on vient s'y installer et qu'on va faire les démarches au CNRC pour ouvrir la société et qu'on se rend compte que il y a plusieurs phrases que j'ai dit lors de l'ouverture de la société aux impôts, c'était, je disais, Hada Makan. Et ils me disaient, ouais, ils étaient choqués. Donc après, je partais, je me disais, mais attends, c'est pas possible que ce soit aussi facile. Et j'ai réussi comme ça, alors que je parle pas un arabe qui est parfait. Et malgré tout, j'ai réussi à faire tout ça facilement, en fait, trop facilement. Et je me dis, mais tout ce temps à se dire que l'Algérie, on est dans un fantasme, en fait, quand on habite à l'étranger et qu'on revient ici, et on se rend compte que la réalité est tout autre. Elle est en fait beaucoup plus positive que ce qu'on pourrait le croire. Donc, est-ce que vous avez, que vous dise votre famille, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait vous dire que votre expérience est peut-être personnelle, que vous avez eu beaucoup de chance et que c'est vrai. Je ne pense pas que ce soit de la chance, honnêtement. La question, et je suis pas, et on ne me paye pas pour dire ça, on est d'accord. Non, mais c'est bien de le dire. Hein, non, c'est bien de le dire. Si ça aurait été de la chance, j'aurais dit voilà, c'est de la chance. Non, c'est pas du tout le cas. Je me suis lancé, ma femme aussi s'est lancée. Donc voilà, petit bonsoir à elle qui me regarde. Ma femme aussi, elle organise des voyages en Algérie à destination des Français, des Français, des étrangers en général. Hein. Et ça a été très simple pour elle aussi. Donc non, c'est pas une question de chance, c'est une question juste qu'il faut être sérieux. En fait, les idées reçues et les fausses croyances qu'on a, c'est des gens qui entreprennent en Algérie, qui ne sont pas sérieux, qui font les choses en zigzagant un peu. Et puis quand il arrive des bricoles et qu'on arrête leur business, ils viennent dire ah ouais, mais on m'a bloqué. Non, quand on creuse un peu, on se rend compte que y a peut-être la moitié de l'administratif qui n'a pas été fait. Et ils pensent qu'on peut faire n'importe quoi dans ce pays. C'est pas le cas. Si on respecte les lois dans ce pays, si on est carré, il y a un cadre à respecter. Il y a un cadre à respecter, exactement. Si on le fait correctement, l'Algérie vous ouvre les portes et vous accueille avec grand plaisir. J'ai été très très surpris et j'en suis très très content aujourd'hui. Donc non, j'ai une vision sur le très long terme aujourd'hui et j'arrive à me projeter sur du 10-20 ans sans sourciller, sans angoisse. Cette angoisse est partie et j'en suis content. Nazim Sini, c'est vrai qu'on parle de presque ces destins personnels, en tout cas ces trajectoires qui sont encourageantes. Mais l'Algérie a suivi ce type de trajectoire. Il y a une évolution au niveau institutionnel, au niveau du cadre juridique, au niveau même économique. C'est-à-dire on voulait un peu que ces enfants reviennent chez eux finalement. Et clairement, mais d'ailleurs là vous avez deux exemples de témoignages vivants d'une success story de personnes qui ont pu revenir au pays pour contribuer à son développement économique et puis surtout qui font face aux appréhensions que peuvent avoir notre communauté qui réside à l'étranger. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est aussi grâce et en majeure partie aux évolutions réglementaires qui ont permis la facilitation du retour de cette communauté qui vit à l'étranger. D'abord, on leur a ouvert les portes, on leur a également facilité certaines démarches administratives. On tente aussi de les attirer en disant que ce pays aussi a besoin de sa communauté qui vit à l'étranger et que le projet de développement économique de l'Algérie compte sur l'ensemble de ses enfants, qu'ils vivent à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et encore une fois, ça montre que dans notre pays, comme vous l'avez dit, il y a un changement de philosophie, il y a un changement d'approche qui est très récent d'ailleurs, qui permet justement le retour des Algériens de l'étranger sur le sol national pour entreprendre, investir, avoir un projet de vie, parce qu'il y en a plein, vous le voyez, là on a seulement 2 cas, mais je vous assure qu'il y a énormément d'Algériens, je peux même vous le dire, peut-être des milliers, et nos représentations consulaires pourront vous le confirmer, des milliers d'Algériens, de familles algériennes qui reviennent en Algérie, qui reviennent parce qu'elles se reconnaissent dans ce projet de société qu'offre aujourd'hui l'Algérie. Parce que y a un rapprochement avec la vision de l'Algérie, parce qu'on a envie de se rapprocher de sa religion, de sa famille, de la terre, on a envie de retrouver certaines valeurs, etc. Et ça compte énormément pour ces familles algériennes. Et surtout, regardez vos deux invités, ils sont jeunes. Ce ne sont pas, vous savez, parce que souvent on a véhiculé cette caricature, c'est souvent des personnes âgées, les fameux Chibani qui revenaient en Algérie pour finir leurs vieux jours, etc. Pas du tout. Ce sont des cadres, ce sont des gens qui sont en train de changer de vie, ce sont des trentenaires, des quadras, des quinquas, parfois même plus jeunes, des moins de 30 ans, qui décident de tout plaquer pour revenir en Algérie. Ça veut dire que ce pays, on commence à croire en lui, il offre un potentiel et il est en train de démontrer que plein de choses sont possibles en Algérie. On en a reçu lors de nos émissions de certains membres, en tout cas représentants de la Success Story, et ils nous disent, quand on leur dit la France, pays entre guillemets moderne, vous avez tout abandonné pour entrer,
Souvent, ils nous disent on voulait faire une forme d'économie éthique, en tout cas une économie avec des valeurs qui commençaient un peu à disparaître en France ou ailleurs. Nazim Sine a parlé de famille, il a parlé de terre, il a parlé aussi peut-être de spiritualité. Des choses qu'on ne quantifie pas, mais en tout cas qui peuvent peser quand on tranche ce type de décision de vie. Moi, dans les témoignages, beaucoup de Français, des Algériens de l'étranger, surtout en France, me disent on fuit un climat social, on n'est pas à notre place, on ne nous donne pas notre chance, on ne nous écoute plus, on paye des impôts mais on ne voit pas le résultat. L'éducation qui est très importante. Aujourd'hui, on voit la sécurité, effectivement, mais surtout l'éducation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de problématiques en France. Et oui, j'en suis témoin. Oui, il y a beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas la notion du temps. On entend l'Eden. On nous donne notre chance. Notre président nous a dit de venir et d'entreprendre. J'ai énormément de témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi, comme ce monsieur. Venez, messieurs, dames. Je ne sais pas où est la caméra. Chers Algériens de l'étranger, venez. Venez, vous allez prendre votre expérience. Prenez l'avion. Vous avez 1h30 de vol, voire 2 heures. Venez développer votre réseautage. Parlez avec les locaux. Sans condescendance. Ne critiquez pas ou quoi que ce soit. Adaptez-vous. Changez votre mindset et venez. C'est le mindset en fait qu'il faut changer, parce qu'un peu on appréhende, on a des familles, on a des enfants, on a des fois, parfois des jeunes enfants. Il suffit parfois d'un petit rien pour faire le pas et finalement on se dit peut-être pourquoi je n'ai pas fait je n'ai pas franchi le pas un peu avant. Exactement, c'est exactement ce qu'on se disait. Après voilà, c'est comme ça, ça nous a permis de faire l'expérience, mais pour rejoindre ce qu'il disait, c'est vrai qu'en termes d'insécurité, le côté religieux aussi qui est important, parce que du coup on a des valeurs, des principes, nous on est musulmans. Ma femme porte le voile depuis quelques années et c'est vrai que le poids, le regard qu'elle pouvait ressentir au quotidien, on la renvoie toujours à son voile, alors que c'est quelqu'un qui est brillant. C'est une personne qui est vraiment brillante dans tous les domaines qu'elle a entrepris, mais on a toujours ces petites phrases « Ah, t'as le droit de faire du sport !» C'est des trucs, voilà. Donc ici, elle peut vivre sa religion comme elle le souhaite, on peut être épanoui. Et encore une fois, j'ai choisi un domaine qui me convient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne subis pas ma vie, je ne fais pas métro, boulot, dodo à faire un travail qui ne me satisfait, qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'heures pour mon entreprise parce que du coup, quand on est quelqu'un d'investi, qu'on aime ce qu'on fait, on va faire beaucoup d'heures. Mais je le fais avec grand plaisir, je suis content de me lever, je suis content de l'osmose qu'il y a, de l'énergie qu'il y a autour de mon entreprise aujourd'hui. Et pour rien au monde, je changerai ça. Et ouais, c'est vrai que cette phrase, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est comme ça. On attendait le feu vert de notre président. On attendait en fait quelqu'un qui nous pousse. Et notre président Abdelmajid Tebboune nous a dit venez, vous êtes nos enfants. On l'a tous écouté. On l'a tous écouté. On avait cet amour de l'Algérie, du drapeau. On venait avec nos parents tous les étés, etc. Mais là, je pense qu'il y a eu un déclic où on nous a dit venez entreprendre. Ça a beaucoup joué. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ça nous adapter aux locaux, construire. Moi, je vois des innovations qui sont en train de se créer via des startups. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Et surtout, quand même, j'aimerais rebondir parce que c'est très intéressant ce que disent mes camarades sur le plateau. C'est que je pense que beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l'étranger ont compris que l'avenir de l'humanité, quelque part, ou leur avenir à eux, professionnel, personnel, se jouait en Algérie. Aujourd'hui, l'Afrique offre un potentiel et des opportunités formidables. Ce n'est plus le cas en Europe. Vous le savez, on est face à une démographie vieillissante, on est face à des institutions qui vacillent, on est face à une dérive autoritaire sur le continent européen. Il y a une crise économique générale. Hein. Mais oui, tout à fait. En fait, la société occidentale est en train de s'effondrer, clairement, parce qu'il y a une crise économique, une guerre monétaire, un climat social tendu. Et donc, la plupart des familles commence à se projeter en disant finalement, et si notre place et notre avenir n'étaient pas auprès de notre pays d'origine. Donc on parle de l'Algérie parce que c'est là où on se situe, mais ça s'applique aussi pour l'ensemble des communautés africaines qui vivent en dehors de leur pays d'origine. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a un véritable déclic qui s'est joué ces dernières années. Ouais. Et vous savez, ce n'est pas un phénomène de mode. Moi, je crois que c'est un véritable boat people inversé, où les gens ont envie de revenir vers leurs origines et leurs racines. Et vous le voyez, nous avons des témoignages qui montrent que c'est tout à fait possible et qu'il y a même des success stories. Il y a beaucoup d'Algériens, en tout cas entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en tout cas des Maghrébins qui ont grandi, qui ont suivi le parcours classique en France, école, université, qui ont eu des diplômes, qui ont investi parfois, qui payent des impôts
et qui sont rejetés. Finalement, on est en 2025. Et c'est vrai que quand on fait le bilan d'une vie, on se dit, mais finalement, à quoi bon? Est-ce que c'est ce qui vous a traversé, vous Est-ce que vous êtes, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que vous vous êtes senti carrément rejeté? Vous avez donné l'exemple de votre épouse, mais est-ce que vous voyez cette ambiance un peu délétère, un peu... Pour ma part, oui, parce que j'ai beaucoup de témoignages. Oui, aujourd'hui, on dit, vous n'êtes plus chez vous. Vous, les Arabes, vous n'êtes plus chez vous. On le dit à longueur de journée. Non, vous êtes français, vous êtes né en France. Mais on fait abstraction de ça. Pour eux, on est des Français de papier. On nous le dit à longueur de journée. Aujourd'hui, il y a un climat social, comme il a dit mon collègue, en France, social. Et surtout, aujourd'hui, l'extrême droite gagne du terrain. On ne parle pas de politique, mais gagne du terrain un peu partout en Europe. Au niveau des esprits. Hein. Bien sûr. Et les mentalités l'ont imprégné. Et aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes plus chez vous. On le dit clairement, on a eu des témoignages, on le voit dans les journaux, par exemple des boucheries, des Maghrébins, on va parler que de nous les Algériens, qui entreprennent et qui ont des commerces en France et qui se font dégrader tous les jours, des intimidations. Aujourd'hui, venez entreprendre en Algérie, on va vous pousser, on va pas vous dénigrer. Et aujourd'hui, on l'a ressenti dans les témoignages où on nous dit, s'il vous plaît, aidez-nous à nous installer, aidez-nous s'il vous plaît, donnez-nous toutes les informations, le support pour qu'on puisse aller à l'étranger. On veut rentrer dans notre pays, comme il a dit. Tout le monde veut rentrer chez soi. Oui. Non, mais surtout, Karim, ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est que vous savez que maintenant, particulièrement en France, il y a ce que j'appellerais moi un déni de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître comme vous dites, des Français qui sont nés en France, qui ont étudié en France, qui ont été éduqués avec une culture française. C'est la loi, hein, c'est la loi oui, française. Pas... Et on leur refuse, on leur refuse une reconnaissance de leur citoyenneté. Et comment voulez-vous que ces personnes réagissent? Elles se tournent vers leurs racines, vers l'appel de la terre de leurs ancêtres. Et d'ailleurs, au lieu d'en faire une fierté nationale, comme vous savez, dans les pays anglo-saxons, on est fier de son immigration. Au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Quoique les États-Unis, c'est un autre sujet. Mais dans les sociétés anglo-saxonnes, on met en avant justement la réussite des enfants de la première ou deuxième génération d'immigrés. Alors qu'en France, c'est totalement l'inverse. Et là, ils sont en train d'alimenter ce phénomène de retour au pays, mais à leur détriment. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ils sont face à un vieillissement de la population, une crise des caisses de retraite. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que sans l'immigration, l'économie ne peut plus être portée. Et c'est pour ça que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui se tournent vers un retour aux sources et un retour au pays d'origine. Il y avait, il y a quelque temps, il y avait un livre d'Emmanuel Todd qui avait travaillé sur l'immigration et il était arrivé à la conclusion, le livre c'est Qui est Charlie, hein, il y avait tout un chapitre sur l'immigration, en disant que finalement l'immigration en France avait réussi. On ne parle pas des ingénieurs, on ne parle pas des professeurs de médecine, on ne parle pas des démographes, des mathématiciens, on parle simplement des gens, enfin, c'est connu, on parle surtout des trains qui n'arrivent pas, alors 99% des trains qui arrivent. Voilà. Donc finalement, et à force d'intégration, je continue avec Emmanuel Todd, à force d'intégration, ils ont un peu développé leur habitus, leur philosophie de vie, finalement leur liberté. Et à ce moment-là, c'est là qu'on remarque, c'est lui qui le dit, une crispation par rapport à cette immigration. C'est-à-dire on ne les veut pas libres finalement, on les veut juste sous boisseau. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le ressenti avec... quand on prend un peu de recul sur les médias, etc., parce que chacun a sa petite touche perso, chacun a sa petite phrase assassine pour faire monter un peu le buzz, etc. On est sur des médias de polémique, clairement. Mais cette ambiance qui se passe au quotidien, donc on est toujours en train de parler du petit problème, d'une... Allez, on va dire... divers, hein, finalement. Des faits divers, des faits divers de peut-être 100 000 individus. Et encore, je n'ai pas les chiffres ou quoi, mais on est, comme il disait... entre 7 et 8 millions d'Algériens à l'étranger, et les chiffres de l'INSEE, je crois que c'était 4 millions d'Algériens en France, et entre 4 et 7 millions d'Algériens en France. Et on va parler d'une minorité dans les médias, alors qu'il y a un gros problème, c'est que la dette, c'est 3 500 milliards, et ça augmente tous les jours par seconde. Mais le problème, c'est les voilés, les Algériens. Et... Donc au bout d'un moment, le climat, il est tel que, bon, je travaille, je paye des impôts, en attendant... je veux prendre un rendez-vous chez le médecin, eh ben, je suis malade aujourd'hui, mais on me donne un rendez-vous dans un mois. C'est une réalité. Je veux de la sécurité, je veux quelque chose de calme pour mes enfants. Je suis obligé de déménager des grandes villes ou trouver un endroit plutôt... Mais c'est compliqué, l'insécurité qui explose. L'éducation nationale, j'en parle même pas. Vous dire, ça a empiré avec le temps. Ça a empiré avec le temps. Moi, j'ai fait 37 ans en France, donc j'ai vu le changement. L'éducation nationale, les cours, ça devient de pire en pire. Donc à la fin... on travaille, on paye des impôts pour ça.
Et pour qu'en plus de ça, à la fin, je rentre, j'écoute la radio. Et puis j'entends. Alors le problème, c'est les Algériens et le voile et les musulmans. Et finalement, Désolé. Et finalement, c'est positif puisqu'on est là, tous les quatre, en train de parler de la manière de développer l'Algérie, de la conjuguer en positivité avec le futur. Exactement. Finalement, c'est une histoire qui se termine bien. On espère que d'autres viendront avec vous. En tout cas, ils sont chez eux ici. C'est le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui le dit. Nazim Sini, conclusion en une phrase ou deux. Allez, venez. En une phrase. Mes camarades, ils me soufflent le slogan « Venez ». Oui, évidemment Simplement, que... bah oui. Moi, je pense que je vais juste m'auto-paraphraser. C'est que je pense que l'avenir de l'humanité se joue en Afrique, très sincèrement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les C'est la Banque prévisionnistes, mondiale les qui le dit, en économistes, plus. exactement. La démographie est du côté de l'Afrique, l'essor économique est du côté de l'Afrique. Et je pense que l'Afrique doit se construire avec ses enfants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Yassine Gandazi et Mohamed Benziane, merci pour votre témoignage. Merci Et pour l'accueil, courage merci pour la l'invitation. suite. On viendra vous voir à Tlemcen et on Marhaba. fera un peu sur Internet pour voir et surtout vous encourager. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour beaucoup. votre témoignage. Nazim Sini, économiste, enseignant Merci. à Aix-Marseille. Bienvenue et encore merci d'avoir Je vous en été... prie, merci à vous. pour avoir alimenté le débat. Tu es toujours le bienvenu, Nazim. On se dit à très vite, puisqu'on va parler beaucoup de l'IATF cette semaine. Et ça sera le mot de la fin avec cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve très vite. Ce programme vous a été présenté par Algérie Télécom.